Ceci dit, donc, on a 1 heure pour parler de cancer épigénétique. Évidemment, ça ne va pas être assez pour couvrir ces 2 sujets. J'ai choisi d'aborder ça de manière très simple, très basique, puisque je fais de la recherche en stade. Donc, il y a effectivement l'Ancopole qui est en train de se construire à Toulouse, sur l'ancien site de l'Anglade. Ceux qui ont vu le vaste champ, il y a des bâtiments modernes et très pratiques, de haute technologie, qui commencent à voir le jour, notamment avec l'ouverture de la clinique du cancer. Un centre de recherche associé qui s'appelle le CRCT, le Centre de recherche sur la cancérologie à Toulouse. C'est un centre qui est un petit peu plus tard en ce qui concerne la recherche que ce que nous on fait. Je suis dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de biologie moléculaire des Eucaryotes. C'est un laboratoire CNRS joint Université Paul Sabatier sur le campus de l'Université Paul Sabatier qui se trouve donc au sud de Toulouse. Le connaissent. C'est une université scientifique avec environ 27 000 étudiants. Donc, au niveau de la recherche, on a 800 à 1000 étudiants en thèse, et nous, c'est un petit laboratoire de 70 personnes. On s'occupe uniquement de ce qui se passe à l'intérieur des cellules. Les cellules que vous voyez ici, le noyau, le cœur, de là où tout se passe, là où toute l'information est contenue dans ce noyau. C'est l'ADN, c'est notre génome. Et dans notre laboratoire, on s'occupe uniquement de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment est-ce que cette information est stockée, organisée, utilisée, et peut éventuellement nous donner quelques idées de comment comprendre le cancer et effectivement trouver des nouvelles cibles pour le combattre. Mais on ne va pas bien plus loin que ça. Pour ce faire, moi, j'ai une collaboration avec des mathématiciens, avec des physiciens, des informaticiens, mais également avec des gens du CRCT, de l'Ancopole, des gens de l'INSERM, des gens de l'école vétérinaire, qui peuvent donc, de temps en temps, quand on trouve quelque chose qui est intéressant, tester sur leur modèle, que ce soit une souris, que ce soit sur des échantillons patients, des biopsies, etc. Les collaborations avec les mathématiciens, physiciens, informaticiens, c'est des collaborations qui deviennent de plus en plus importantes en biologie. Et j'en ai touché un mot tout à l'heure dans le dîner. On a un grand nombre d'étudiants qui ont une sensibilité, non seulement pour la biologie descriptive, quantitative, mais surtout pour la biologie quantitative. Parce qu'aujourd'hui, tout est quantitatif. Ne serait-ce que pour le cancer, on a des biopsies, on en a peut-être une centaine, c'est une centaine de patients différents. Si on n'avait pas les statistiques, on ne pourrait tirer aucune information. Et en biologie fondamentale, avec toutes ces expériences, si on n'a pas les aspects quantitatifs, on ne peut rien en tirer, pas du tout. Et donc, il faut vraiment apprendre aux jeunes, et aux très jeunes surtout, très très en avant, qu'il faut s'intéresser au descriptif, mais également avoir un goût pour le quantitatif. Donc, vous voyez ici, ça c'est mes noyaux dans mes cellules. Les cellules, vous ne les voyez pas autour. Et les petits points correspondent tous à la même chose, mais ils sont à des endroits bien différents. Les cellules ont été cultivées dans les mêmes conditions. Et si on veut comprendre comment ces gènes à l'intérieur fonctionnent, il va falloir analyser des centaines et des centaines de ces petits points, mesurer leur distance, essayer de les corréler dans une condition par rapport à une autre pour en tirer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous? Donc, pour vaincre le cancer, c'est la prévention, le diagnostic et le traitement, bien sûr. Et on va se placer très en amont. Donc, pour prévention, on va imaginer des traits qui vont aller décrire nos cellules, qui caractérisent ces cellules qui sont en dysfonctionnement. Au niveau diagnostic, on va imaginer des mécanismes que, même dans une biopsie ou lors d'une prise de sang, par exemple, on pourrait identifier très facilement sur des échantillons de quelques cellules, puisqu'on veut avoir un diagnostic précoce, qui pourrait nous donner une indication de développement ultérieur potentiel qu'on veut éviter. Le traitement, on peut s'imaginer créer sur des cellules ou des mécanismes. On pourrait identifier comme cible que derrière des grandes entreprises pharmaceutiques peuvent utiliser pour développer des médicaments. On a aussi des collaborations avec des chimistes, bien sûr, que je vais vous dire. Alors, dans un premier temps, il va falloir différencier la cellule normale d'une cellule cancéreuse. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui est normal ou qu'est-ce qui est pas normal? Alors, pour comprendre ce qui est normal, il faut plonger dedans et essayer de comprendre quelle est la structure
Et comment est-ce que cette structure va pouvoir participer au mécanisme? De manière très basique, qu'est-ce qu'une cellule? Alors, dans notre corps, on a des milliards de cellules eucaryotes, c'est-à-dire des cellules qui ont un noyau qui caractérise les cellules des hommes, des animaux, jusqu'à la levure, par exemple. Et donc ça, c'est ces cellules, par exemple, ici dans un pancréas, on a le contour des traits noirs, et à l'intérieur, vous avez le petit rond, ça c'est le noyau qui contient le génome. À côté de ces milliards de cellules eucaryotes, on va aussi trouver des milliards de cellules prokaryotes. Des cellules qui n'ont pas le petit rond, c'est des bactéries. On a plus de bactéries dans notre corps, sur notre corps, que des cellules qui nous constituent. Et ces cellules sont hyper importantes pour le bon fonctionnement du corps. Je ne veux pas parler de ça, mais quand on parle épigénétique aujourd'hui dans la presse et dans les conférences, on entend parler aussi des effets de la nutrition sur notre bien-être et des effets justement de la faune bactérienne qui se développe en fonction de notre nutrition, qui peut avoir une influence sur nos cellules eucaryotes à nous. Ça, c'est épigénétique et vous verrez tout à l'heure pourquoi ça s'appelle épigénétique. Ça, c'est des cellules du sang. Donc ici, c'est avec un grossissement. Ça, c'est des hématies. Donc des cellules qui n'ont pas de noyau, parce qu'ils ont perdu leur noyau. Le noyau a tout fait pour rendre une hématie, et après, il s'est désintégré, il a été éjecté. À côté de ça, vous avez des globules blancs. Ici, c'est coloré au bleu, au méthylène et à l'éosine. Et donc, vous avez le noyau qui a une forme un peu bizarre, et c'est à l'intérieur de ce noyau qui est violet qu'on va retrouver notre génome. Et ça, c'est des cellules telles que nous, on les regarde au laboratoire. C'est des cellules qui sont souvent en culture. Donc ça, c'est la cellule. Ici. En bleu, on a le cytosquelette. C'est des fibres, comme des fils qui vont aller maintenir la forme de cette cellule et qui vont permettre à la cellule de communiquer et d'interagir avec des cellules au voisinage. Que ce soit à l'intérieur d'un tissu ou ici, dans cette boîte pétrie expérimentale. En jaune, vous avez le noyau. C'est le cœur, c'est le génome, c'est là où se trouve toute l'information qui va non seulement faire que la cellule elle a cette tête-là et pas celle-là, que la cellule elle va pouvoir s'intégrer dans le tissu et qu'elle va avoir une fonction, que ce soit une sécrétion, une production, une protection, un rôle structurant. Une cellule neureuse, une cellule internet qui va pouvoir se multiplier et ainsi de suite. Vous avez vu, les cellules se ressemblent pas toutes. Vous avez des cellules du sang, ici. Vous avez des cellules dans une boîte de pétri adhérente au type épithélial, qui vont pouvoir former la surface de nos tissus. Donc une cellule A n'est pas une cellule B. Par contre, dans le noyau, ici, et je l'ai dessiné de la même manière, une boîte grise, le génome, il est identique. Donc, l'apparence et la fonction, une cellule intestinale par rapport à un globule blanc montant, sont différentes. Donc, c'est l'identité cellulaire qui est différente. Par contre, le code, le génome, lui, il est identique. Comment ça marche? Alors, ça marche grâce à l'ADN. Cette double hélice d'ADN qui est connue maintenant depuis 60 ans, la structure. Cette hélice d'ADN est composée de 3 milliards de nucléotides. Tous ces petites barres, c'est des nucléotides. Les 3 milliards de nucléotides se séparent en 23 chromosomes. Paires de chromosomes, on se concerne de l'homme, et qu'on va retrouver à l'intérieur du noyau de cette cellule, ici. L'image n'est pas tout à fait exacte, pour ceux qui se connaissent, parce que dans un noyau, les chromosomes ne sont pas compactés, mais ça illustre bien quand même la problématique. Vous avez cette longue chaîne d'ADN qui doit se retrouver à l'intérieur du noyau. La longue chaîne d'ADN, elle fait 2 mètres, le noyau, il fait 10 micromètres, 10 puissance 33. Ça, c'est les chromosomes tels que vous les connaissez. Si vous tapez chromosomes sur Google, vous trouvez des images comme ça. Bleu, blanc, rouge, fluo ou gris, comme ici. Un chromosome a des bouts, qu'on appelle des télomères. Les centromères qui sont nécessaires pour les diviser ou pour les divisions cellulaires. Et tout le reste du génome qui est plus ou moins condensé, compacté, enroulé ici. C'est ce qu'on appelle un karyotype. Vous avez
On peut faire un prélèvement, par exemple, une amniosynthèse pour détecter des maladies précoces ou fœtus. On peut les trier, on peut savoir s'il y a des anomalies dès ou même avant la naissance de ce classique. Mais normalement, les chromosomes n'ont pas cette forme. Ils ont cette forme uniquement à un moment très très précis. C'est quand ils se divisent. Pour le diviser, il faut se prononcer, comme ça, on peut les trier. Ici, c'est un étalement sur le plat. Mais la plupart du temps, il faut y accéder. Ça, c'est bien trop compliqué. Si vous avez un gène quelque part ici au milieu, vous ne pouvez pas y accéder. Donc, la plupart du temps, votre noyau, il ressemble à ceci. Ici, vous avez les chromosomes condensés en mitose de la division cellulaire. Ici, vous avez le noyau tel qu'il est la plupart du temps. Donc, des cellules qui se divisent 98% du temps, ils vont ressembler à ça. Et que, pendant un très court moment, ils vont être condensés comme ça. Alors, ils sont où là, les chromosomes? Eh bien, ils sont décondensés. Donc, ici, c'est une image en microscopie à fluorescence, avec un objectif à 100 fois de grossissement. On utilise un marquage qui va marquer toute l'ADN, toute cette chaîne. Ici, il va se mettre au milieu et donc du coup, en utilisant un laser ultraviolet, on peut voir toute l'ADN, tous les 3 milliards de nucléotides. Et on voit, ils peuvent se mélanger. On ne peut pas différencier les chromosomes des uns aux autres. Et pourtant, ici vous avez un gène qui va se trouver là sur un chromosome. Il va avoir un emplacement particulier. Ici, cet emplacement est en plein milieu. Ouais, il va être à l'extérieur. Il y a des régions qui sont plus bleues que d'autres. Des régions qui sont plus condensées. Donc on va pouvoir moins facilement y accéder. Quand on colorie les chromosomes un par un, voilà à quoi ça ressemble. Donc on a une espèce de paquet avec des taches qui correspondent à nos 23 paires de chromosomes. Donc ils occupent un espace que ici on ne voit pas. Donc vous avez un chromosome par là, un autre par là, un autre par là. Quand ces chromosomes ils sortent de la mitose, ils vont aller se décondenser et ils vont rester plus ou moins sur place. Et quand on les colorie, voilà ce que ça fait. Donc il y a des chromosomes qui sont plus au centre de ce noyau et des chromosomes qui sont plus à l'extérieur. Donc il y en a qui sont plus facilement accessibles et d'autres qui le sont moins. Et quand on compare des cellules normales à des cellules cancéreuses, on constate que cette organisation est complètement chamboulée dans les cellules cancéreuses. Donc on a éventuellement, potentiellement, un premier outil de diagnostic. En regardant, moi, si je regarde où sont tous mes chromosomes, pas quand ils sont condensés, mais quand ils sont fonctionnels, quand ils sont accessibles. Dans les cellules cancéreuses, on ne va pas trouver cette même organisation. Alors, c'est quoi l'information? On a l'ADN, mes 3 milliards de nucléotides, mes 2 mètres. Et là-dessus, je vais trouver des unités d'information. Ces unités d'information, on les appelle les gènes. Ça, on parle du génome, de l'expression génique, l'expression de ce génome. C'est-à-dire le décodage de l'information qui se trouve dans le noyau, dans notre génome. Alors ici, on a un exemple de 2 chromosomes. On va dire qu'il y a information 2, 3, 4. Voilà, donc la cellule B, l'ADN est la même. Les gènes sont les mêmes, la séquence est la même. Alors comment faire que les 2 cellules ne font pas la même chose? Comment différencier ces cellules à partir du même niveau? On peut dire, information 2 et 4, rouge, on n'exprime pas, on prend que information 1 et 3. Et dans la cellule B, je fais l'inverse. Du coup, la cellule A ne fait pas la même chose que la cellule B. Et une cellule cancéreuse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je peux avoir un défaut dans cette séquence. Et du coup, ça va influencer tout le décodage de l'information. J'affecte information numéro 1, et du coup, tout le domaine va éventuellement être rouge, stop, on n'exprime plus rien. Si on n'exprime plus rien, on ne peut peut-être plus contrôler ce qu'elle fait, cette cellule, et donc la cellule, elle va changer d'identité. Et quand on change d'identité, on a potentiellement la capacité de faire des choses qui sont devenir malignes. Donc, c'est ce qu'on appelle une mutation, c'est-à-dire on va changer un nucléotide, on va changer la séquence de l'ADN, et ça c'est la génétique. On change l'information. C'est un changement permanent. Donc une fois qu'il y a cette mutation, après la cellule, elle ne peut pas revenir en arrière.
contrairement à ce qui est dessiné ici, cet ADN qui est enroulé, qui éventuellement forme le chromosome, elle n'est pas nue. Ce dessin est doublement faux. L'ADN est enroulé autour de protéines structurantes. Ces boules rouges, on les appelle des protéines histones. C'est des complexes qui sont de petite taille, à peu près 10 nanomètres, composés de plusieurs sous-unités. On va pas rentrer dans les détails. Et ces boules protéiques vont servir de matrice, de support pour enrouler l'ADN. Donc c'est le premier niveau d'organisation de notre ADN, de notre génome, qu'on appelle la chromatine. Puisque à la fin du 19e siècle, il y a des chercheurs qui ont colorié, tout comme vous avez vu tout à l'heure avec les cellules sanguines, des cellules avec de l'éosine et du bleu de méthylène, et ils ont vu ces grosses taches violettes au plein milieu de la cellule. Ils les ont appelées la chromatine. Ils ne savaient pas ce que c'était. Maintenant, on sait que c'est de l'ADN, et c'est de l'ADN qui est enroulé autour de protéines histones, qui forment donc ce qu'on appelle les nucléosomes. Les nucléosomes comme unité d'organisation dans le noyau. Donc c'est le premier niveau de compaction de l'ADN. Il va le compacter 5 fois, parce qu'il y a 150 nucléotides qui sont enroulés autour de chaque structure ici. Cette structure qu'on appelle nucléosome peut ensuite être organisée encore à l'ordre supérieur, adopter différentes structures qui sont actuellement très très débattues. Le modèle qui prévaut, qu'on enseigne aux étudiants en deuxième année, c'est cette espèce de solénoïde avec une structuration hiérarchique. A priori, c'est pas comme ça. Laissons les chercheurs démêler cette histoire, puis on en saura plus peut-être d'ici quelques années. Ça, c'est des micrographes en microscopie électronique à balayage. Et donc, vous voyez bien ce qu'on appelle ici des colliers de fer, comme ça, c'est de l'ADN, enroulé autour des nucléosomes. Et ici, c'est ces structures qui sont parfois visibles sous le microscope électronique d'ordre supérieur, enroulées hiérarchiquement. Et là, vous pouvez très bien vous imaginer maintenant, donc ça, c'est de l'ADN. Ces segments-là, je peux les accéder, ils sont disponibles, ils sont ouverts. L'ADN qui est enroulé ici à l'intérieur, elle va être cachée, elle va être beaucoup moins bien accessible. Donc si je veux une unité qui est un gène, s'il est vert, je veux l'utiliser, il vaut mieux qu'il soit là. S'il est rouge, je peux le mettre là. Et ainsi, je peux jouer sur l'organisation et la compaction pour moduler si un gène est accessible ou s'il ne l'est pas. Et je peux donc, à partir de la même séquence, avoir une activité qui diffère d'une cellule à une autre, simplement en changeant le niveau d'emballage de mon ADN. Donc, on revient vers mon schéma, cellule A, cellule B avec notre unité d'organisation. Ici, je ne change rien à la séquence, mais je veux modifier ma structure, que ce soit les nucléosomes ou le niveau de compaction, mettre des structures qui sont répressives, fermées, prononcées, et d'autres qui sont plus légères, plus ouvertes, peut-être faciles à déplacer, aux gènes que je veux utiliser. Dans une autre cellule, je fais l'inverse. Donc, j'ai ici des protéines, des nucléosomes et un niveau de modification de la chromatine qui va se superposer à la séquence, qui va donc être peut-être indépendant de la séquence. Que je peux évidemment aussi moduler si je suis une cellule cancéreuse et je veux faire n'importe quoi. Et ce sont ce qu'on appelle les modifications épigénétiques. Ils sont génétiques parce que je n'ai pas touché à la séquence. Ils sont épigénétiques parce qu'ils vont changer l'expression des gènes. Et c'est en général un phénomène qui est plus ou moins transitoire. En tout cas, il est réversible. D'où son intérêt pour la thérapie. Parce que si je peux trouver un moyen ici de reverser le fait que celui-là il est vert et celui-là il est rouge pour revenir à un état normal, je n'ai pas besoin de toucher à la séquence, je n'ai pas de problème d'éthique, pas besoin de thérapie génique. Je peux utiliser, on espère, des composés chimiques qui peuvent agir sur ces modifications épigénétiques pour réverser des dysfonctionnements. Alors,
c'est mon unité d'information, c'est le gène, un de ceux-là. La flèche indique que le décodage débute ici, c'est l'initiation de ce qu'on appelle la transcription. On va transcrire la séquence d'ADN vers un messager qui peut après remplir sa fonction dans la cellule. Et en amont, j'ai une région qu'on appelle une région promotrice. Donc c'est aussi des séquences d'ADN. Mais ici, comme cette étiquette en code barre, contient des informations. Ces informations permettent de recruter des facteurs, comme des signaux, qui peuvent être positifs, peuvent alerter, réduire l'activité, la moduler, avec une action positive donc sur la régulation de l'expression de ce gène. Après, je peux avoir évidemment des signaux qui sont négatifs, qui vont arrêter, qui vont bloquer, qui vont changer de chemin et qui ont donc un effet négatif sur la fonction. Et tout ça est dans un état d'équilibre. Nos unités des gènes ne sont jamais, c'est jamais noir et blanc, c'est jamais toujours transcrit, jamais transcrit. Il y a toujours un ensemble de signaux qui vont pencher plutôt vers un état actif ou vers un état inactif. C'est très important parce que c'est là-dessus que je vais pouvoir moduler. Je vais avoir la capacité d'utiliser des composés chimiques si vous voulez, mais la cellule a la capacité, en fonction de l'environnement et en fonction des besoins de synthèse ou d'interaction avec les cellules au voisinage, appuyer un peu plus sur l'aspect positif ou un peu plus sur l'aspect négatif pour répondre rapidement aux besoins et aux changements de l'environnement. Pour rentrer un peu plus dans le détail, donc ici, ça c'est l'ADN qui se roule autour de notre cœur protéique, sur le nucléosome. Et ces nucléosomes, donc le cœur, c'est des protéines histones, qui ont des éléments qui peuvent être modifiés chimiquement. Pas facile. Donc vous avez 4 types différents avec des parties qui sont comme ça à l'extérieur, qui peuvent être modifiées. Phosphorylées, acétylées, méthylées. Et ces modifications peuvent changer la charge. Donc la charge est un élément très très important en biologie, ne serait-ce que parce que l'ADN est chargé négativement et ces protéines sont chargées positivement. Donc ils ont une attirance naturelle les uns pour les autres. Et donc si vous modifiez la charge, les protéines sont positivement chargées, si vous réduisez cette charge, leur affinité pour l'ADN va diminuer et la conséquence va être une ouverture de la chromatine. Et si la chromatine s'ouvre, eh ben, je vais pouvoir plus facilement l'accéder. Et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on a déjà en thérapie des médicaments qu'on appelle des HDAC, des inhibiteurs des histones désacétylases. Alors l'acétylation, c'est justement la modification qui va diminuer la charge positive de ces protéines. Donc si je diminue la charge des protéines, je diminue l'attirance des protéines vers l'ADN, j'ouvre et je peux exprimer par exemple des gènes qu'on appelle des oncogènes, c'est-à-dire des éléments qui vont aller promouvoir la croissance cellulaire qu'on voit très souvent au niveau du cancer. Donc une idée est d'utiliser des inhibiteurs de distance désacétylase pour justement bloquer ces phénomènes. Donc garder la chromatine fermée va promouvoir la croissance non contrôlée. Donc les nucléosomes, ils ne sont jamais seuls, évidemment, puisque l'ADN c'est un chromosome, il y en a des milliers et des milliers et des milliers à la pelluleuse. Donc ici, on peut accéder à l'ADN, mais on peut aussi charger des protéines qui vont aller bloquer l'accessibilité, former ces structures plus compactes, plus condensées, et au milieu, il faut avoir des régions qui sont plus accessibles pour pouvoir permettre le recrutement d'autres facteurs qui vont réguler la transcription, l'expression des gènes. On peut également retrouver ces structures qu'on appelle d'ordre supérieur qui vont encore plus loin moduler l'accessibilité de cette chromatine. Donc à chaque fois, ici, ça c'est l'ADN.
le trait noir est l'ADN. Là, vous ne le voyez presque plus. Et ici, il est complètement caché, notre trait noir. Donc, c'est des structures qui sont moins accessibles que des structures comme celle-ci. Et à l'intérieur du noyau, on a toujours un échange entre ces régions qui sont plus accessibles, ceux qui sont moins accessibles. Et pour réguler l'expression des gènes, donc pour faire que le gène il soit rouge ou qu'il soit vert, je peux très bien jouer sur ces aspects de structure. Je ne touche pas à l'ADN. Ce n'est pas génétique. Je modifie rien. Et épigénétique, c'est une structure. J'ai juste inclus cette image. On n'utilise pas seulement des cellules humaines, mais on utilise aussi souvent des cellules d'autres organismes, que ce soit des levures, pas bien grave, ça pousse vite, c'est très pratique, ou des cellules de souris. Et vous voyez un noyau de cellules de souris, en bleu vous avez l'ADN, et en rouge vous avez leur centromère. Ces structures qui sont nécessaires pour séparer les chromosomes lors de la division cellulaire. Et en vert, vous voyez un marquage de ces modifications de nucléosomes ici. Cette acétylation qu'on a vu tout à l'heure. Donc on voit là une organisation très particulière de ces zones modifiées chimiquement, naturellement, dans ces cellules de souris. Quand on les traite avec un inhibiteur, ben voilà ce qui se passe. Donc vous avez au niveau de tout le noyau, toute la chromatine est réarrangée. Et tous ces marques se dispersent dans le noyau. Donc évidemment, notre expression génique ici et ici ne va pas du tout être régulée de la même manière. Donc ça, ces espèces d'outils dont je parlais, on pourrait éventuellement envisager comme diagnostic. Je cherche une cellule, pas de souris, de biotype. Je prends une cellule, peut-être une cellule cancéreuse ou circulante dans le sang, qui risque de faire des métastases quelque part. Je les regarde et je vais dire, ah, elle ressemble à ça, elle ne va rien faire, elle ne peut pas s'implanter. Ah, elle ressemble à ça, c'est pas bon. Hein, elle est dérégulée, elle ne se contrôle plus, et peut-être elle va pouvoir s'installer ailleurs, c'est très différent. C'est ce que je veux dire avec des outils potentiellement utiles pour un diagnostic. On n'en est pas encore là aujourd'hui, mais ça, c'est des idées qu'on poursuit, on recherche, pour éventuellement pouvoir y arriver. Parce que plus on est précoce dans le diagnostic, moins on a de matériel. Si on ne peut pas regarder les cellules uniques, il faut avoir recours à des méthodes de biologie moléculaire où on a besoin de centaines de milliers, de millions de cellules. On n'a pas toujours à notre disposition, même avec des biopsies tumorales et des échantillons de taille honnête. Alors, on a vu la génétique. C'est donc des modifications permanentes, stables de l'ADN. Et l'épigénétique, c'est ce qui est au-dessus de l'ADN. C'est ce qui va pouvoir moduler l'accessibilité et l'expression, la régulation de nos séquences d'ADN sont touchées. Donc, la définition, c'est un changement dans l'information, dans le décodage du gène qui n'a pas eu lieu dans un changement physique de cette séquence. Le problème, c'est que ça doit être transmis à la descendance. Une modification épigénétique, ce n'est pas quelque chose qu'on va changer d'une seconde à une autre. Une modification épigénétique, c'est quelque chose qu'on a envie aussi de transmettre à la descendance, ou du moins d'un cycle cellulaire à un autre. Une modification épigénétique, on a aussi envie de le dupliquer. Parce que pour pouvoir diviser deux cellules, auparavant, pendant la réplication, il faut doubler, dupliquer le génome. Et qui dit faire une copie de l'ADN, évidemment, on doit pouvoir faire aussi une copie, une modification épigénétique de cette structure. Et c'est des modifications qui doivent être maintenues, même si la cellule ne se divise pas. Des cellules de neurones, des cellules en quiescence, des cellules en sénescence. L'épigénétique, c'est ça. Vous avez déjà vu, hein, quand on a un cheval ou un âne, on le croise, ça ne donne pas la même chose en fonction de si votre cheval ou votre âne était mâle ou femelle. Donc, à la fin, le génome est identique, il y en a un et un cheval.
mais le phénotype est différent. Donc génotype, même génome, phénotype, l'expression du génome. Donc c'est le phénomène épigénétique qui va aller diriger le phénotype vers une image ou une autre. Donc ça montre bien que les phénomènes épigénétiques sont transmissibles à la descendance, peuvent être copiés. Parce qu'au départ, il y a un zygote, il y a un œuf, une seule cellule. Et à la fin, il y a deux animaux différents. Donc ça montre bien que, à séquence égale, phénotype inégal, on a une transmission des phénomènes épigénétiques jusqu'à l'âge adulte. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors si on veut prévenir, diagnostiquer, traiter, il faut comprendre les mécanismes. Il faut identifier des marqueurs, que ce soit par fluorescence ou par des approches chimiques. Et envisager éventuellement donc, des médecines personnalisées, améliorer la qualité de la vie et d'autres, et des traitements beaucoup plus ciblés. J'ai parlé des inhibiteurs HDAC, c'est clairement pas un traitement ciblé. Ça va affecter toutes les cellules, surtout les cellules en croissance. Donc si on veut avoir des traitements ciblés, il va falloir confiner un petit peu les molécules chimiques qu'on va utiliser, et pour ce faire, il faut mieux comprendre les mécanismes. Je vais vous donner un exemple de ma recherche au laboratoire, qui concerne le cancer du sein. Alors, je travaille un peu avec des patients. On travaille sur des modèles cellulaires qui ont été prélevés de patients il y a 20-30 ans, mais qui sont en fait représentatifs des cancers du sein tels qu'on les diagnostique au quotidien. La plupart des cancers du sein sont des cancers qu'on appelle estrogéno-régulés. C'est-à-dire c'est des cancers qui vont exprimer ce qu'on appelle le récepteur aux estrogènes. C'est un facteur qui module l'expression des gènes, qui favorise l'expression, donc qui va faire qu'un gène est vert. Mais uniquement s'il y a de l'estradiol dans l'environnement. Donc l'estradiol, c'est une petite hormone, qui n'est pas dans plein jusqu'à un certain âge, va pouvoir donc se lier à ce récepteur aux estrogènes qui est présent dans les cellules. Le récepteur aux estrogènes va pouvoir venir au niveau du génome sur les gènes et pouvoir moduler l'expression du gène, ce qui est nécessaire dans beaucoup de nos tissus pour réguler leur bon fonctionnement. Alors, dans le cancer du sein, le problème est que ce récepteur aux estrogènes va être recruté sur des gènes qu'on appelle des oncogènes, qui vont aller stimuler la croissance cellulaire. On n'a pas envie qu'il y ait croissance cellulaire dans les humains, et donc du coup, on a développé ce qu'on appelle des anti-estrogènes. C'est des petites hormones qui ont stéroïdes, qui ont une conformation semblable à l'estradiol, vont pouvoir se loger dans la poche du récepteur aux estrogènes. Mais par contre, le récepteur aux estrogènes, du coup, il ne pourra pas moduler l'expression des gènes comme il est censé le faire normalement. Donc on a ces traitements avec des anti-estrogènes, vous connaissez sûrement le tamoxifène, et on arrête la prolifération, donc c'est un traitement qui est bien connu depuis très très longtemps. Dans un tiers des cancers du sein, le récepteur aux estrogènes est absent. Et donc évidemment, vous ne pouvez pas traiter avec des anti-estrogènes, puisque vous n'avez personne pour les reconnaître. Et donc on a une prolifération, donc une croissance cellulaire souvent incontrôlée, et beaucoup plus de difficultés à traiter ces cancers. Comment ça se passe au niveau de notre chromatine? Vous avez ici la séquence qui reconnaît en rose le récepteur aux estrogènes, qui est dans la chromatine, avec les nucléosomes, l'ADN rodé autour. Si c'est condensé, le récepteur n'a aucune chance de reconnaître sa séquence. Si c'est décondensé, ça devient en vert. Et le récepteur, en présence d'hormones, estradiol, ici H, va pouvoir reconnaître sa séquence. Il peut recruter des cofacteurs. C'est toute une machinerie protéique enzymatique qui est nécessaire pour activer
la transcription, notamment en réorganisant toute cette structure localement. Donc, dans les cellules qui n'expriment pas le récepteur aux estrogènes, ici vous avez une cellule, ça c'est le noyau, on est en présence de la région qui lie le récepteur aux estrogènes. Donc, quand vous n'avez pas le récepteur, vous n'avez pas de transcription, vous n'avez pas d'expression, le gène il ne devient pas vert. Il est ouvert, il est accessible, mais il n'a pas le facteur de transcription nécessaire, le récepteur aux estrogènes, donc il ne peut pas être transcrit. Donc au cours du temps, petit à petit, il est inutile, et la cellule, elle n'aime pas les choses qui sont inutiles. Soit elle les dégrade, soit elle les enferme, elle les met à l'écart. Et pour les mettre à l'écart, au niveau de la chromatine, elle va la fermer cette chromatine. Elle va la condenser, la compacter, on n'en a pas besoin, on va le mettre en bordure du noyau, on ne va pas l'accéder. Il n'y a pas de transcription. Donc nous, au niveau du laboratoire, on s'est dit, simple, on va réexprimer le récepteur aux estrogènes. C'était une idée que beaucoup d'oncologues avaient et ont toujours, même si maintenant c'est bien connu que ce n'est pas très utile, et je vous montrerai pourquoi. Si on le réexprime, on traite à l'hormone, ça va augmenter la transcription. Comme ici. Au départ, il n'y avait pas de récepteur. Voilà. J'exprime le récepteur, il va faire tout ça. Et non, il ne peut pas. Parce que ma chromatine, elle est fermée, elle est condensée, et elle est mise à l'écart, et on ne peut plus l'accéder. Donc on a beau réexprimer notre récepteur, on n'a toujours pas de transcription, parce que la cellule, elle a oublié comment faire le passage de la chromatine condensée à la chromatine décondensée. Et donc il y a des stratégies qui ont été imaginées, de traiter d'abord avec un inhibiteur des mécanismes épigénétiques, pour ensuite permettre au récepteur de quand même accéder à sa cible. Malheureusement, ça a eu l'effet contraire. Donc il y a la cellule, elle est modifiée, elle comprend plus ce qu'on lui dit, et donc du coup, ces cellules qui étaient doublement traitées ne répondent plus aux anti-estrogènes, mais vont accélérer leur croissance, même en présence des anti-estrogènes, parce qu'elles ont oublié comment réguler l'hormone. Donc c'est pas si simple, on comprend le mécanisme, on voudrait le restituer dans des cellules qui ont oublié de le faire, mais on n'y arrive pas. Parce que les mécanismes épigénétiques, c'est des mécanismes épigénétiques, et la cellule, elle n'oublie pas, elle les transmet, elle les duplique. Au laboratoire, on utilise des techniques comme ce qui est montré ici dans cet histogramme. On teste l'ARN messager qui est produite à partir des gènes. Donc, le gène, c'est de l'ADN. Quand on copie, quand on exprime le gène, on produit un messager qui est aussi un acide nucléique, mais simple grain, qui peut voyager après dans la cellule. Et on peut le quantifier quantitativement, c'est une machine qui le fait. Donc vous voyez ici ces cellules qui expriment le récepteur aux estrogènes. En rouge et en vert, on a la quantification de cet ARN messager, de l'expression génique, quand on traite à l'estradiol. Dans les cellules qui n'expriment pas le récepteur aux estrogènes, on ne peut pas détecter ces messagers. Et quand on réexprime le récepteur aux estrogènes dans ces cellules qui ont oublié comment ça fonctionne, pareil, on ne peut pas détecter le messager. Donc, on a traité avec une drogue qu'on appelle l'azacitidine. L'azacitidine est une molécule qui empêche un autre facteur de fonctionner. Ce facteur, c'est une enzyme qui vient chimiquement modifier l'ADN. Donc l'ADN, elle doit être modifiée, elle doit être méthylée. Et cette méthylation, elle est souvent la suite de cette compaction. Donc une fois que c'est compacté, c'est mis à l'écart, on ne l'accède plus, on va méthyler l'ADN pour signaler, ici c'est fermé, on ne veut plus y toucher. Ce qui peut être la raison justement pourquoi la cellule elle a oublié comment y accéder et le récepteur quand il est là, il ne peut plus y accéder parce que c'est méthylé. C'est un phénomène épigénétique qui est très très connu. Et donc on a l'azacitidine, qui est un inhibiteur de l'enzyme qui permet de méthyler l'ADN. Alors si l'ADN elle est méthylée,
Et en réplication, on duplique. Si l'enzyme ne fonctionne pas, on a une moitié qui est méthylée, une moitié qui ne l'est pas. Vous faites ça 2 ou 3 fois et vous vous retrouvez avec plein d'ADN qui n'est plus méthylé. Et, chouette, mes cellules qui n'exprimaient pas le récepteur aux estrogènes, maintenant, je peux détecter le produit, le messager, il est revenu. Donc, j'ai traité mes cellules avec quelque chose qui va enlever la marque épigénétique, et du coup, elle redevient sensible au mécanisme initial. Ici. Donc, je peux déméthyler l'ADN, et du coup, retrouver une régulation par l'estradiol, et donc aussi les anti-estrogènes, je ne vous montrerai pas ici. Je peux augmenter cet effet avec mes inhibiteurs de l'acétylase, et de l'autre modification des protéines, cette fois-ci. Donc je peux jouer sur tout le complexe des nucléosomes, tout le complexe ADN-protéine, et je peux retrouver dans un mécanisme. Alors, j'ai l'ADN fermé, méthylé, M, je traite avec différentes drogues, et je retrouve une expression génique. Alors la question, est-ce que c'est réversible, transitoire, ou est-ce que la cellule, elle a une mémoire de ce qu'elle était avant? Parce qu'au niveau du traitement, je ne vais pas pouvoir donner de l'azacitidine à un patient tous les jours pendant le reste de sa vie. C'est un petit peu compliqué. C'est un poison. Donc moi j'ai envie de traiter une fois, de rouvrir la chromatine et de me retrouver ad aeternam dans une cas de figure normale, régulable. Donc on a demandé est-ce que c'est réversible. Et voilà ce que vous voyez ici. Donc on avait traité avec l'azacitidine, on a retrouvé la production de messagers. On a lavé les cellules, on les a laissées 4 jours de plus. Et pas, ça marche pas. Donc les phénomènes épigénétiques, ils sont clairement en mémoire, ils sont gravés. Et ce n'est pas uniquement la méthylation de l'ADN, il doit y avoir d'autres facteurs qui composent ce complexe. J'enlève la méthylation, je peux transitoirement avoir accès, réguler temporairement, mais la cellule, elle garde quand même en mémoire cet état épigénétique avant. Donc nous maintenant, on s'efforce à aller de plus en plus en détail, de regarder mes boules, là, ici, les boules jaunes de nucléosomes, quelle est leur composition? Est-ce que je ne peux pas, à certains endroits du génome, trouver des variants d'histones, des modifications chimiques encore autres? Peut-être ça a quand même un rapport avec la séquence de l'ADN, pour peut-être parvenir un jour à trouver des traitements qu'on peut appliquer brièvement, avec une dose modérée, et avoir un effet durable, au moins sur une durée acceptable. L'ADN, la chromatine, c'est plus ou moins accessible. Maintenant, j'ai 2 mètres d'ADN. Et les gènes sont tout petits. En fait, on n'en a que 25 000. La levure, elle en a 6 000. La levure, c'est une seule cellule. C'est faire de la bière, c'est quand même beaucoup moins complexe que nous. Alors, pourquoi on n'en a que 25 000? Parce que chez la levure, c'est soit actif, soit inactif. Les cellules humaines, on a au niveau de l'expression des gènes plein d'autres mécanismes. Et les mécanismes impliquent des interactions, des régulations à grande distance. Donc j'ai un gène qui est ici, mais je peux très bien avoir de l'ADN à côté qui n'est pas un gène, qui est ce qu'on a appelé au moment, il y a 10 ans, quand on a séquencé le génome, on a dit c'est du junk DNA, c'est de l'ADN de poubelle, on ne sait pas ce que c'est pas des gènes, on ne s'en sert pas. Mais depuis, on a fait beaucoup de progrès et on sait que tout ce qui n'est pas un gène peut servir aussi. Et en particulier, ça peut servir pour faire des interactions à grande distance et jouer sur la régulation de l'expression des gènes. Donc on peut faire des boucles. On peut interagir entre les chromosomes. Donc ici, vous avez le noyau, la cellule. Vous avez les chromosomes côte à côte. Je vous les ai montrés au départ. Et leur position n'est pas du tout aléatoire dans le noyau. Parce que si j'ai besoin que cet élément interagisse avec celui-ci, il faut bien qu'il soit côte à côte dans le noyau. Et si je change cette organisation, je vais changer la régulation
de mon gène d'intérêt. Je vais changer le message, je vais changer la régulation. Et quand j'ai un moyen de regarder ces organisations dans des cellules qui sont normales ou pathologiques, je peux éventuellement avoir un outil pour savoir, ah ben mon gène, il est régulé correctement ou il ne peut absolument pas l'être. C'est le problème avec ce qu'on a vu ici. Ça se trouve que le gène, puisque je l'ai éteint, je l'ai fermé, je l'ai mis à l'écart, eh ben, il est beaucoup trop loin des autres éléments qui pourraient le réguler à grande distance. Juste de moi sur quelques outils qu'on a au laboratoire, qu'on développe. Ça, c'est le noyau. Vous avez déjà vu, mais il n'est pas bleu, il est vert. Parce que c'est le récepteur aux estrogènes qui est étiqueté avec une protéine fluorescente. On appelle GFP, protéine fluorescente verte, qui existe depuis 15 ans. Et donc on voit la distribution dans le génome du récepteur aux estrogènes. Donc vous avez à peu près une centaine de gènes qui sont directement ciblés par le récepteur aux estrogènes, qui ont besoin du récepteur aux estrogènes pour être régulés. Quand on traite à l'estradiol, voilà ce que vous voyez. Donc on a une réorganisation massive de la distribution de ce facteur qui a l'air de vouloir aller dans ce qu'on appelle des petites usines. Et donc on s'imagine que c'est à ces endroits-là qu'on va retrouver les gènes qui vont donc pouvoir être correctement régulés grâce à l'accumulation du récepteur aux estrogènes qui est donc stimulé. Là encore, si mon gène ne se retrouve pas au bon endroit, il va être mal ou pas régulé par le récepteur aux estrogènes. Donc on va regarder en temps réel. Ça c'est un phénomène ici, il y a 10 minutes de différence de l'un à l'autre. Sous le microscope, en temps réel, observer les changements dans le génome d'une cellule, qui fait le noyau 10 microns. On a développé dans le laboratoire il y a quelques années un outil qui permet non seulement de visualiser les protéines, mais directement l'ADN, directement le gène, à un endroit du génome. Parmi les 25 000 gènes, dans les 3 milliards de nucléotides, j'insère une toute petite étiquette dans le génome. Donc là, c'est de la génétique. Je modifie le génome, j'insère une étiquette. Et ce petit point-là, c'est de la lumière visible, fluorescente, c'est 200 nanomètres, donc sur le noyau qui fait 10, ça c'est la cellule. Sous le microscope, je peux visualiser un gène en temps réel. Donc on peut traiter à l'estradiol, on peut regarder ce qu'il fait, où est-ce qu'il va, comment il bouge. On peut traiter avec des anti-estrogènes ou d'autres inhibiteurs et observer quelle est la réponse immédiate, en quelques minutes, d'un seul focus dans le génome. Pourquoi? On envisage, donc il y a un postdoc qui a travaillé avec moi, qui est co-inventeur du brevet, il a déjà créé une entreprise. Donc on fait ça en haut débit, on a des boîtes avec 96 ou 384 petits puits. Dans tous les puits, on a des cellules, on a des robots qui peuvent les remplir. Et ainsi, on peut faire des criblages de composés chimiques. Sanofi avait une collection de plusieurs millions, mais en toute la France, on a sillonné la France et on teste des produits chimiques. Dans son cas, c'est des virus. Dans mon cas, c'est quels composés peuvent affecter la dynamique en temps réel de mon gène. Et on teste surtout des composés qui existent déjà. Parce qu'ils ont été développés pour une raison. Mais on n'a jamais testé s'ils n'ont pas un effet sur notre système immunitaire. Donc, la régulation de l'expression des gènes est tout à fait au départ de la dérégulation du fonctionnement des cellules, notamment leur croissance. Et c'est une étape multi-échelle. Évidemment, au début, au niveau de l'ADN, les séquences, je ne vais pas parler des mutations, mais vous savez tous qu'il y a certaines personnes qui sont prédisposées puisqu'elles sont porteurs de mutations. On peut modifier tout ce qui a trait à l'épigénétique, donc cette structuration, ces protéines, ces modifications chimiques qu'on va par-dessus l'ADN sans changer la séquence elle-même. C'est des protéines histones, donc c'est des protéines, des boules à l'intérieur du nucléosome. Les cofacteurs qui viennent modifier tout ça. Le répliquant des chromosomes à grande distance, je peux faire des boucles, je peux les positionner les chromosomes.
par rapport à la périphérie du noyau, par rapport des uns aux autres. Donc je peux moduler les contacts, la réorganisation, et je peux jouer avec cette distribution de protéines et tous les facteurs à l'intérieur du noyau. Et je pense qu'on commence tout simplement à développer tous ces outils pour pouvoir colocaliser, co-analyser différents acteurs, que ce soit ADN, ces messagers ARN et les protéines ensemble pour voir comment est-ce que cette modulation multi-SL se fait effectivement en temps réel, en 3 dimensions. Évidemment, il ne faut pas oublier la communication intracellulaire, parce que moi je suis dans le noyau, mais mon messager il va aller déjà dans le cytoplasme, il va y avoir les protéines, il va y avoir des communications, des va-et-vient entre le noyau et le reste de la cellule. Et puis bien sûr, il y a des contacts entre les cellules elles se parlent. On sait qu'un cancer n'est pas une cellule épithéliale qui devient dingue, il y a souvent d'autres cellules, du type, on sait que le gras stimule la croissance tumorale, c'est les adipocytes, par leur sécrétion. Ils vont aller affecter le métabolisme de la cellule cancéreuse pour stimuler sa croissance, etc. Donc les cellules, même s'ils sont pas du même type, elles se parlent quand même. Et elles vont avoir une influence sur l'expression des gènes, sur les modifications épigénétiques. Ça, c'est mon équipe de recherche, avec quelques étudiants en thèse, des chargés de recherche CNRS, comme dans les unités mixtes de recherche, on est tous ensemble, les universitaires, les CNRS et d'autres personnes payées par des fonds de charité. Donc j'obtiens un soutien de la Ligue, de la Fondation ARP, Association de recherche contre le cancer. Actuellement pas de la Ligue, mais on en a bénéficié déjà aussi pour des bourses de thèse, de l'Institut national du cancer. Après, il y a d'autres institutions, Human Frontiers, c'est une institution internationale qui bénéficie donc du soutien de la recherche au sens large, recherche à risque, l'ANR, Agence nationale de la recherche, qui finance des projets. Sur projet, nous on est très en amont fondamental, c'est en général ce qu'on appelle des projets blancs, donc non thématiques, non finalisés, la recherche non finalisée. Et il faut continuer à la soutenir, cette recherche non finalisée, parce que l'ANR a tendance à financer de plus en plus des projets avec une finalité bien précise, et quand nous on cherche, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et bien sûr, l'université de Toulouse. Les collaborateurs, mathématiciens, l'Institut de mathématiques de Toulouse, les physiciens au LAS, laboratoire d'automatisme et d'analyse des systèmes, évidemment aussi au niveau international, aux États-Unis, en Espagne, et avec les microbiologistes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les microbes ont une richesse de mécanismes qu'on peut appliquer à nos fins. Donc, nous, on a breveté l'outil pour étiqueter l'ADN dans les cellules vivantes. Aujourd'hui, on peut modifier le génome des cellules de mammifères, on appelle ça le système CRISPR-Cas. En tout cas, il va y avoir un prix Nobel là-dessus. On peut génétiquement intervenir sur les cellules de mammifères. Aussi, ça vient d'une xanthomonas, un système de défense des bactéries. On a beaucoup d'outils en biologie qui viennent du monde microbien appliqués aux cellules de mammifères. Donc, les collaborations avec tous les éléments de la science, que ce soit dure ou biologique, sont très importants. Je vous remercie, vous pouvez poser des questions auxquelles j'essaierai de répondre. Pas sûr que je le vois, pas. J'ai bien compris que ces cellules, lorsqu'elles sont décelées le plus précocement possible, bien sûr, vous pouvez intervenir dessus. Mais je voulais savoir, est-ce que c'est avec un simple bilan sanguin que vous pouvez déceler ces cellules actuellement? C'est l'objectif. Donc là, récemment, on a fait une étude, on a implanté des cellules cancéreuses étiquetées avec des fluorescents.
humaine dans des souris. Donc c'est une collaboration entre eux. Moi je ne travaille pas directement avec les souris, mais c'est d'autres personnes donc, qui le font. Et on a donc des cellules cancéreuses et donc on a suivi ces souris sur 6 semaines. On a fait des prises de sang et on peut effectivement trouver des cellules fluorescentes dans le sang des souris. On est très enthousiastes de ce résultat. Ça nous ouvre maintenant la porte de pouvoir regarder plus en détail quelle est la structure du noyau des cellules et est-ce qu'on peut faire une corrélation entre leur pouvoir circulant et leur organisation. Oui, vous parliez des gènes tout à l'heure, vous faisiez apparaître des gènes et des séquences codantes, mais il y a un tas de choses qui ne servent à rien là-dedans, finalement. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que ça sert à rien dans le chromosome? Dans le chromosome, justement, presque tout semble servir. Ah. Il y a la séquence codante qui sert effectivement à transcrire vers le messager et qui va faire une protéine en facteur A. Vous avez la région promotrice déjà qui est en amont. On a vu avec les cobards. C'est des séquences qui sont plus ou moins lentes, ça peut être 100 nucléotides ou 10 000, qui vont permettre à d'autres facteurs de venir se fixer dessus pour moduler l'activité. À la fin de la région codante, vous avez ce qu'on appelle le transcriptaire, la région après, qui n'est pas transcrite. Et qui va servir aussi pour moduler l'expression des gènes. J'étais à un congrès à Berlin la semaine dernière, et justement il y a une collègue de New York qui a présenté ses derniers travaux, avec une corrélation que si la séquence est courte, c'est un oncogène et ça va favoriser la croissance tumorale. Si la séquence est longue, l'utilisation beaucoup plus loin, des milliers de nucléotides, qui a priori ne servent à rien, et la protéine elle est régulée normalement et la cellule elle n'a pas ce pouvoir de puissance extrême. C'est la même séquence. Après, vous avez plein de séquences qui semblent servir à rien, mais qui sont souvent transcrites quand même. On peut détecter le messager dans de petites quantités. Elles ne sont pas codantes, mais elles vont pouvoir se fixer ailleurs dans le génome. Elles vont pouvoir interagir avec d'autres facteurs de protéines pour éventuellement cibler une région qui, elle, est codante. On découvre tous les mois, tous les ans, des rôles pour ces régions d'ADN qu'on pensait que ça servait. Et si vraiment ça sert à rien, ça sert quand même pour compacter, pour organiser, pour structurer le gène. Finalement, c'est très compliqué. Et donc on rentre dans le monde de ce qu'on appelle le monde des ARN, donc des acides, pas l'ADN double hélice, mais des ARN simple hélice. Il y en a plein qui sont 20 nucléotides, d'autres 40, 50, et d'autres 2000, 4000, 5000. Et on découvre tous les jours des rôles pour ces petits ARN qui sont partout, les ARN régulateurs. Le monde des ARN est en train d'exploser. Ça marche pas? Je parle pas assez fort. Ouais, voilà, ça va. Je recommence derrière. Non, moi je peux parler sur le micro. Oui. Moi je voudrais savoir quels sont les budgets de ces recherches. Qu'est-ce que vous dépensez dans votre laboratoire pour faire ce un laboratoire qui travaille avec des cellules en culture, comme on fait, il faut compter à peu près 10 000 € par chercheur. Que ce soit un doctorant, un chercheur ou quelqu'un avec un CDD, postdoctorant, ingénieur. Moi je compte un budget à peu près 10 000 €, 10 à 12 000 € par an par personne. Donc j'ai une équipe d'une salaire par contre, oui. Sans salaire. J'ai une équipe d'une dizaine de personnes, donc j'ai besoin de à peu près 120 150 000 € par an, ne serait-ce que tout simplement pour faire la recherche, le fonctionnement, les milieux pour faire pousser les cellules, les réactifs, etc. Quand on travaille avec des bactéries et des levures, on peut faire à peu près entre 3 et 5 000 par tête.
Quand on travaille avec des souris, je ne sais pas, mais le projet dont je parlais tout à l'heure, on avait 48 souris, un projet qui a duré 6 semaines, ça a coûté 30 000 €. Et c'était un prix d'amis, parce que c'était une collaboration avec une entreprise de biotech. Donc ça devient vite très très cher, et quand on inclut un salaire CDD pour un ingénieur ou un postdoctorant, c'est une cinquantaine de milliers d'euros par an, tout frais compris, hein, c'est pas le salaire, c'est chargé. Donc moi je fais des demandes de financement qui en général durent 3 ans, en moyenne, parfois 5 ans. J'en ai 3 ou 4 qui tournent. Donc c'est des budgets de 300-400 000 € par an pour monter. Après, c'est une petite équipe. À l'INSERM, ça peut aller. C'est beaucoup. Le problème, c'est qu'on on peut pas aller à Carrefour acheter des. On est dépendant des entreprises spécialisées, et donc les réactifs coûtent très cher. Passez. Deux questions. La première, elle concerne la modification de structure, méthylation, acétylation. Donc il y a des drogues, hein, vous avez dit qu'elles ont un effet de poison, hein, qui peut modifier l'acétylation ou la méthylation. Alors est-ce que la découverte de la fonction, de la propriété, hein, de ces drogues était fortuite, ou est-ce qu'on avait déjà des modèles préexistants qui nous permettaient de savoir, je ne sais pas, que le poison de la fourmi ou de l'abeille, par exemple, avait ces effets-là, ou est-ce que ça a été en faisant des soupes cellulaires avec 10 000 molécules que l'on est arrivé, par quel biais on est arrivé? À ma connaissance, les inhibiteurs qui sont utilisés, donc les inhibiteurs épigénétiques, la tacitidine ou les inhibiteurs HDAC, ils ont été criblés et sélectionnés exprès pour bloquer la fonction des enzymes qui ont été découvertes dans les années 90. C'est la première question. L'autre est beaucoup plus générale. Je disais tout à fait, alors c'est tout à fait fortuit. Ce matin, un document là, rédigé par une anthropologue de McGill au Canada, hein, qui travaille donc sur les fonctions épigénétiques, effectivement, mais à partir d'études anthropologiques et sociologiques sur les variantes, par exemple, de l'âge de la ménopause. C'est son premier travail, la population de femmes à Tokyo. Hein. Donc ils se sont aperçus qu'il y avait effectivement comme ça des variants qui étaient induits par la culture et par le mode de vie. Est-ce qu'on a maintenant bon, ça c'est une étude épidémiologique générale, hein, est-ce que l'on a été plus loin et que l'on sait, elle est anthropologue donc elle ne peut pas la répondre dans son texte, est-ce qu'on a été plus loin pour savoir à quel niveau du séquençage les gènes qui sont impliqués dans non seulement la régulation de l'âge, hein, mais la régulation, je veux dire l'interaction entre ces gènes et l'environnement. Par quel truchement, hein, où ça se passe, qui fait que l'environnement... Moi, il me semble qu'à l'heure actuelle, c'est des corrélations. Donc, je pense qu'on en est au stade où on sait que l'alimentation, l'environnement, notamment l'environnement hormonal, on sait qu'aux États-Unis, l'alimentation actuelle est beaucoup d'hormones qui modifient le métabolisme, notamment des femmes. Et on peut corréler ça avec l'expression des traces de protéines ou d'ARN divers qu'on peut détecter dans le journalisme. Je ne pense pas qu'on ait fait ça de manière... qu'on ait testé... je ne sais pas, il y a peut-être des études au niveau de la souris où on a une de ces gènes qui sont corrélés, on a inactivé, on a essayé si au cours du temps ils sont plus prônes à adopter tel ou tel phénotype. Bon, mais je ne suis pas consciente là tout de suite, désolée. Il y a beaucoup de ces choses, c'est très corrélatif actuellement, notamment au niveau de l'interaction épigénétique-nutrition. Alors on sait qu'il y a des corrélations, on le sait, il y a beaucoup de statistiques là-dessus. Il y a Investor de Londres qui fait pas mal de conférences là-dessus. Mais
Je pense que c'est vrai, mais après, qu'est-ce qui est épigénétique? Il y a beaucoup d'abus de ce mot aussi. Oui. Dans le merveilleux travail que vous faites, c'est-à-dire faire que dans la biologie, la microbiologie par votre travail, recorde notre génome en vue de redonner l'intégrisme d'information, l'intégralité de l'information à la cellule pour qu'elle redevienne saine. Vous nous avez montré que l'équilibre qui permet cela est basé sur un déséquilibre permanent. Et je pense que c'est un travail de pluridisciplinarité qui amène, et qui sort du domaine de la microbiologie, mais dans lesquels nous, citoyens, on peut maintenant savoir qu'est-ce qui va perturber ce message dont vous constatez les effets au niveau des génétiques. Et ce travail est un travail pluridisciplinaire et des décisions à ce moment-là transdisciplinaires, notamment les perturbateurs endocriniens, toute une civilisation basée sur le pétrole et les plastiques et les pesticides. Et on en arrive à des soins possibles vis-à-vis d'un organisme biologique pour rétablir son intégrité d'information à l'intérieur du génome. Il est certain que si cet organisme est replongé dans une perturbation à cause des pollueurs et des pollutions, il est certain que ce travail-là sera à refaire indéfiniment. Donc on peut se demander à un moment, voilà, les soins sont envisageables, mais il est évident que si l'environnement maintient des pollutions nuisibles à la transmission de l'information génétique, on va se retrouver avec des risques. Et tout simplement, le professeur Joyeux est venu nous expliquer justement quels sont les merveilleux apports de l'environnement par l'alimentation pour rétablir, on ne sait pas trop comment pour l'instant, mais cela va rétablir l'intégrité biologique d'un corps atteint de tumeurs, de métastases, avec une corrélation statistique qui montre justement que plus un aliment est sain, et plus il y a des chances justement de faire face à une crise d'information. Maintenant, dans ce déséquilibre permanent, vous avez ciblé une cellule, ce qui est magnifique, c'est le travail du microbiologiste. Et pour faire un peu court, donc vous en êtes actuellement à essayer d'élargir ce problème sur comment on peut agir sur un organisme en lui faisant prendre une substance en vue que dans une zone cancérigène, il retrouve une bonne information. Alors cette zone, c'est quoi? Le cerveau, le foie, le pied? Parce que c'est vrai, la cellule, c'est formidable. Si ça marche pour toutes les zones, est-ce que vous en êtes dans cette dynamique de travail-là, par exemple, de cibler les zones parce qu'on sait que l'expression physique vient des fois non pas d'un gène, mais de plusieurs endroits dans le message génétique qui s'ouvrent en même temps ou pas en même temps, ce qui multiplie les possibilités. Donc nous, on ne cible pas une zone particulière, c'est très bien si on arrive à le faire, mais pour le moment, on n'en est pas là. Mais on élargit le champ. On élargit le champ, on essaye de plus chercher dans le contexte, hein, de mettre des cellules peut-être dans les cultures trois-dimensionnelles, ou d'aller regarder, par exemple au niveau des macrophages, qui sont véhicules d'inflammation, qui vont avoir une influence sur les cellules cancéreuses à côté. On va essayer d'élargir notre champ, de ne pas se focaliser sur une cellule, sur un traitement qui va justement appuyer quelque part et il ne va pas pouvoir avoir les effets combinatoires, les effets équilibre qui seraient souhaités. Donc d'essayer d'élargir. On n'est pas encore au ciblage, j'aimerais bien. Il ne faut pas oublier que c'est de la recherche fondamentale. Ce n'est pas encore de la recherche appliquée. La recherche appliquée, c'est après, et ça se spécialise. Donc, là, comprendre le phénomène et modéliser, donc pas une modélisation de représentation, donc c'est justement aller à ce niveau-là de la finité des images, de la connaissance de tous ces éléments qui nous composent, qui composent toutes les cellules.
contrairement au modèle de connaissance qui lui consiste à examiner sans connaître, sans aller à l'intérieur. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que les cellules du raisin... Ah, pardon. La semaine dernière, un chroniqueur à la télévision annonçait des guérisons miraculeuses de cancer en phase terminale. Je ne sais pas si vous avez entendu cette information. Et le chroniqueur ajoutait il s'agit d'une reprogrammation du système défensif de l'organisme face aux cellules. Est-ce que c'est lié à vos recherches? Non, ça c'est des découvertes récentes aux États-Unis en utilisant des infections virales, qui ont eu des effets spectaculaires sur des cancers déjà assez développés. Parce que, ouais, donc moi je ne travaille pas dans ce domaine. Je pense que ça a un rapport parce que c'est des perturbations massives qui forcément vont imposer un gros stress à la cellule qui va donc pouvoir se réveiller. Un petit peu ce que j'essayais de vous montrer avec cette compaction, cette mise en silence de la chromatine pour le mettre à l'écart. Donc quand vous imaginez que la cellule, elle subit une perturbation massive, elle va pouvoir réorganiser tout ça et de rebattre les cartes. Donc si à ce moment-là, on rebat les cartes et on retrouve éventuellement un certain nombre d'éléments qui redeviennent accessibles, contrôlables, je pense qu'on est dans ce cas de figure dans le domaine avec ces infections virales qui rebattent les cartes qu'on sait. Je ne sais pas si ça sera applicable à tous les fumeurs, tous les patients, mais c'est bien d'avoir de l'espoir quand même pour, même si c'est que pour quelques-uns. Oui, est-ce que vous pensez que c'est concevable, simplement concevable, qu'on arrive un jour à comprendre complètement comment ça se passe et qu'on arrive à guérir la quasi-totalité des cancers? Parce que déjà, on a fait beaucoup de progrès. Et ça paraît réaliste ou pas? Je pense qu'il faut comprendre, c'est que la prolifération cellulaire, le changement du comportement d'une cellule est quelque chose de naturel. Tout au long de notre vie, les cellules, elles vont changer de comportement. On le sait, on vieillit. Le problème de ces pathologies, c'est qu'à un moment ou à un autre, ce développement devient incontrôlé. Donc, pour moi, plus on a d'outils pour diagnostiquer à quel moment l'évolution est problématique. Ça peut donner beaucoup d'espoir, mais à mon avis, le cancer, c'est humain, ça fait partie de notre vie, de notre développement. Il faut juste arriver à pouvoir le détecter, pour pas que ça devienne un problème insurmontable. Ça, c'est mon point d'avis. Moi, je fais de la recherche fondamentale, donc tout ça, ça nous permet de mieux comprendre comment tout ça marche. Quand on regarde comment ça marche pas. Juste une petite question, est-ce qu'on pourrait faire pour une cellule? C'est tout à fait, c'est-à-dire, là, vous êtes en train, c'est intéressant. Au niveau de l'éthique, on élargit un peu. C'est-à-dire que les mécanismes que vous avez découverts permettent de montrer là où la cellule dérape au niveau de l'information. Mais j'imagine que mettant dans un autre contexte, est-ce qu'on pourrait faire à une cellule justement autre chose pour ce qu'elle est destinée, pour ce qu'elle est normalement destinée. Donc comme on voit, c'est bien orienté sur la pathologie du cancer, mais bon, la microbiologie, on ne travaille pas spécifiquement que sur le cancer. Non, mais on peut reprogrammer les cellules. Là, les gens, ils le font. On peut artificiellement exprimer un cocktail de facteurs. Et, enfin, dans les cellules souches, par exemple, on peut reprogrammer des cellules. Mais on y assiste justement au niveau du cancer, c'est que j'ai une cellule épithéliale quand ça devient des métastases, c'est des cellules qui, dans un premier temps,
perdent leur identité, parce qu'elles vont pouvoir migrer, se déplacer, mais dans un deuxième temps, elles se reprogramment pour pouvoir s'installer au site secondaire, là où il y a justement les métastases. Donc on a les cellules, on a une reprogrammation, un changement en permanence. Et donc on peut induire ces changements expérimentalement. Je pensais à ce moment-là isoler les cellules en dehors de l'organisme et leur faire des substances beaucoup plus efficacement, penser à l'interféron ou à l'acéline, parce que ça rentre aussi dans le domaine de la microbiologie. Je sais pourquoi, ou c'est autre chose, c'est plus économique de faire autrement. C'est ça.